Bonjour à tous. Nous allons commencer donc cette table ronde sur le carbone est-il l'avenir de l'agriculture française. Donc, je suis Audrey Bourrelot, je suis fondatrice d'un campus qui s'appelle Hectare et qui a pour vocation de former les futurs chefs d'entreprise agricoles. Je parle vraiment de chefs d'entreprise agricoles parce qu'il va y avoir 160 000 fermes à reprendre dans les 3 à 5 ans en France. Et on va voir que pour refaire ces métiers, on va devoir repenser les modèles économiques, repenser les compétences. Et on s'est engagé sur la question des sols avec Hectare, partant du principe que c'était le premier actif économique de l'entrepreneur agricole. Donc j'ai choisi aujourd'hui de modérer cette table ronde et de pouvoir lancer la discussion avec une première intervention d'Écosystème et de Mathieu Archambault. Et on va commencer par se poser la question tous ensemble de quelle est la connaissance actuelle, quelles sont les compétences nécessaires pour stocker du carbone et comment on peut permettre aux agriculteurs de monter en compétence sur cette question du carbone dans les sols. Vaste programme, Audrey. Donc Mathieu Archambault, un des fondateurs de Écosystème, qui est une entreprise qui fait du conseil et de la formation autour des sujets de l'agroécologie. Aujourd'hui, tout le monde parle d'agroécologie, de stockage de carbone pour répondre à des enjeux forts. Donc il y a les enjeux climatiques, il y a des enjeux de sécurité alimentaire. Depuis quelques jours, on voit aussi qu'il y a des enjeux stratégiques. Et donc on est vraiment sur des questions qui sont extrêmement importantes. Et l'enjeu de la formation, c'est d'une part de faire comprendre aux acteurs de l'agriculture, que sont les agriculteurs, les techniciens, les agronomes, la place qu'ils ont aujourd'hui, la place centrale, on va en parler avec le carbone, et puis également qu'il est possible de changer. On connaît aujourd'hui les systèmes agricoles qui sont performants au niveau de ces enjeux-là, et donc l'idée c'est de déployer tous ces outils pour former l'ensemble des agriculteurs. Merci. Et donc, une fois qu'on a formé les agriculteurs à ces nouvelles pratiques de stockage carbone dans les sols, je vais peut-être m'adresser maintenant à Sol Capital et à Chuck pour savoir comment ça se passe concrètement, une fois qu'on a mis en place donc, des bonnes pratiques qu'on s'est implémentées. Comment ça se passe derrière pour peut-être avoir un enjeu d'économie du carbone ou de rémunération carbone grâce à ces bonnes pratiques. Merci Audrey. Donc oui, je m'appelle Chuck et je suis un des cofondateurs et le directeur de Soil Capital. Alors aujourd'hui, le marché du carbone est très nouveau pour beaucoup de monde et il évolue extrêmement vite. Donc s'il y a de la confusion parmi les agriculteurs, mais également parmi le reste du monde agroalimentaire, c'est normal. C'est un marché qui est en voie de structuration. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est se rassurer, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais il y a quand même quelques notions qui sont assez importantes. D'abord, il s'agit de comprendre qu'on parle de flux de carbone et pas de stock de carbone. On parle de flux de carbone sur les 12 derniers mois. Quelle est la manière dont on va réduire, d'une part, ces émissions de gaz à effet de serre sur l'exploitation agricole, et d'autre part, comment on va stocker du carbone dans les sols par la réincorporation de la matière organique dans les sols, par les exudats racinaires. Et on va faire un calcul de ce bilan net. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs manières de calculer. Quentin parlera d'une méthode. Celle que nous utilisons aujourd'hui se base d'abord sur les déclarations d'un agriculteur en fonction de son contexte pédologique. Et il va déclarer culture par culture, parcelle par parcelle, ses caractéristiques pédologiques et les détails de ses itinéraires techniques. Et ça va permettre de calculer tous les postes d'émission, tout gaz à effet de serre confondu ramené à un équivalent CO2, et tous les postes de stockage du carbone pour faire ce bilan. Alors très concrètement, pour un agriculteur qui s'inscrit à un programme de rémunération carbone, ça va lui prendre 3 heures dans le cas de Soil Capital. Ça vaut la peine de se renseigner sur le temps que ça prend dans les différents programmes. Et 3 heures par an, avec un diagnostic de référence au départ, qui déterminera si l'agriculteur est encore émetteur ou si l'agriculteur, dès son année de référence, est déjà stockeur. Et en fonction de ces différences-là, ça déterminera un profil de rémunération pour l'agriculteur.
Si l'agriculteur était émetteur en année de référence, eh bien, toutes les émissions qu'il évitera par rapport à cette référence dans les années suivantes lui seront rémunérées. Et une tonne évitée, c'est un certificat carbone ou un crédit carbone. Dans le cas où l'agriculteur est stockeur, eh bien, tant qu'il continue à stocker, il sera comparé à une référence régionale. Et tant qu'il surperforme la référence régionale, eh bien, l'agriculteur sera rémunéré pour ces tonnes-là. Alors, l'agriculteur s'inscrit pendant une période de 5 ans pendant laquelle la référence tient, mais il n'est pas obligé de rester. S'il veut quitter, il peut quitter. Et chaque année, une rémunération tombera. Très bien, merci. Donc peut-être on peut parler avec maintenant Quentin Sagnier de Genesis. Est-ce que justement, on a parlé beaucoup de la notation du carbone dans les sols. Est-ce que c'est le seul critère à prendre en compte ou est-ce que vous en voyez d'autres, vous, avec Genesis? Alors, si on se pose la question de l'impact environnemental et si on n'est pas purement dans une logique d'offset, enfin de compensation carbone, l'agriculture a un impact bien au-delà du seul carbone. Donc l'agriculteur, il a un impact de fait sur la biodiversité, et on le voit avec des dommages aujourd'hui, mais il peut aussi avoir un impact positif sur la biodiversité, et il a un impact aussi sur la ressource en eau. C'est pour ça que nous, on a développé une mesure de l'état de santé des sols qui prend en compte ces 3 dimensions-là. Donc le carbone, parce que c'est un élément déterminant de la fertilité, de la structure du sol et évidemment pour son rôle climatique, mais aussi donc la biodiversité du sol, le fonctionnement biologique du sol, parce qu'il est déterminant en ayant déjà 25% de la biodiversité terrestre et en étant le support de toute la biodiversité terrestre, y compris de la nôtre. Il est déterminant de l'état de l'ensemble du vivant sur la Terre. Et puis le troisième élément, c'est la pollution, son impact sur la ressource en eau et qui va être fondamental. Donc ces outils-là, ça peut être des outils qui sont au service de dispositifs qui permettent de rémunérer le carbone en donnant une valeur supplémentaire à des crédits carbone, en intégrant dedans une dimension d'impact en biodiversité et d'impact sur la ressource en eau. C'est très clair, merci. Et donc sur cette rémunération carbone du futur, comment on peut l'imaginer concrètement? Est-ce que vous avez des exemples de produits que vous voyez déjà apparaître pour que ça parle aussi aux consommateurs? Là, on a parlé beaucoup de la rémunération carbone pour l'agriculteur. On voit bien qu'il y a un accompagnement de changement de pratique. Mais pour le consommateur final, aujourd'hui, est-ce que vous avez des filières qui se sont organisées pour répondre à ce défi-là? Oui, merci de commencer avec le consommateur parce que ça va me permettre d'embrayer sur un exemple concret que nous, on vit chez Soil Capital. On a été voir un transformateur, en l'occurrence un malteur, en lui disant, voilà, on a de l'orge agroécologique qui stocke du carbone, qui est bon pour la planète, certifié. Est-ce que ça vous intéresserait de payer une prime pour cette orge? Et le malteur a dit... probablement pas parce que le marché est tendu et les marges, ça se bagarre. La réalité, c'est qu'ils nous ont trouvé sympathiques, donc ils ont dit allons voir ensemble un petit brasseur artisanal et voyons si ce brasseur est prêt à payer une prime. Et le brasseur a fait un calcul tout à fait intéressant qui était de dire voilà, si jamais on considère le prix de cette prime par litre de bière pour le consommateur, il s'agit d'une prime qui représente 2 centimes par litre de bière. Ce qui, pour le consommateur, est tout à fait absorbable. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, une grande partie des jeunes de 15 à 25 ans qui boivent de la bière déclarent souffrir d'angoisse climatique. Avec une augmentation du prix de la tonne d'orge de combien ou du prix voilà, du exactement. Voilà, c'est-à-dire 2 centimes pour le conso, c'est combien de plus pour l'agriculteur? C'était 35 €. Voilà. Donc, ce qui ne change, à condition que l'entièreté de cette marge soit reversée à l'agriculteur. À cette condition-là. Mais en fait, ce qui ne change rien pour le consommateur, ça change la vie de l'agriculteur et ça l'entraîne vers un changement de pratique très important. Et donc ça, pour moi, c'est un modèle du futur qui doit s'explorer de plus en plus. D'ailleurs, c'est des sujets
qu'on regarde avec plein de partenaires. Je sais que quelque part dans la salle, on a Laurence Brouwer de Kellogg's qui travaille avec nous. Donc voilà, c'est des choses concrètes qui se font. Et je pense qu'il y a évidemment le revenu du certificat carbone. Il y a aussi le revenu d'une filière beaucoup plus large. Et je pense que c'est vers ça qu'on va s'orienter. Oui, c'est un peu ce qu'on s'était dit en préparant cette table ronde, que certes, il y aura un crédit carbone pour l'agriculteur, mais qu'on voit bien que passer des modèles bas carbone va redemander une réorganisation de l'amont à l'aval de toute la chaîne de valeur. Et à ce sujet, Quentin, sur l'apport des data, de l'IA, de la technologie, est-ce que vous percevez des choses qui permettent de mieux suivre justement cette rémunération carbone du champ à l'assiette? Comment vous positionnez aussi l'innovation tech dans ce débat du carbone? C'est vraiment la logique de ce qu'on fait, puisque notre objectif, c'est on note les sols. L'objectif, c'est d'avoir une notation qui soit un outil utilisable par l'agriculteur, par les conseillers agricoles, les coopératives, les fournisseurs d'intrants, au niveau de l'exploitation, au niveau de la conduite des opérations dans l'exploitation, mais qui soit, grâce à la notation qui est compréhensible par tout le monde, compréhensible par le banquier qui finance l'ensemble de la chaîne agricole, évidemment par l'industriel, par l'acheteur de la denrée, etc. Donc c'est de pouvoir amener cette information jusqu'au consommateur final avec la notation. Pour faire ça, on a besoin de... Enfin, nous, on pense qu'il y a une carence importante d'acteurs des chaînes de valeur agricoles sur l'impact des pratiques sur l'environnement. C'est-à-dire quand Kellogg's achète son maïs, en fait, la façon dont Kellogg's achète son maïs a forcément un impact sur les pratiques qui sont développées par les agriculteurs. Et Kellogg's, pour être capable de choisir, on a besoin de lui renvoyer une information sur l'impact de ses décisions, de prendre plutôt tel ou tel type de semences, tel ou tel type de rendement, enfin voilà, de tel ou tel niveau de prix, etc. Voilà l'impact de vos décisions d'approvisionnement sur l'environnement. Donc apporter de l'information fiable à tous les acteurs de la chaîne de valeur, on pense que c'est absolument nécessaire et que ça va être un élément déterminant en croisant ça avec les pratiques, en croisant ça avec ce que font les acteurs de terrain pour changer et accélérer la mutation de l'agriculture. Oui, effectivement, je pense que c'est intéressant qu'on ait le regard de Mathieu sur quelles sont justement cette réconciliation agronomique et économique, comment on peut, hors rémunération carbone, aussi avoir cette réconciliation de ces deux objectifs. C'est tout à fait intéressant. Pardon, l'aspect sur la tech, le carbone. Le carbone, il faut le rappeler, en fait, c'est le constituant de base de la matière organique. Et quand on parle de stockage de carbone, il n'y a que l'agriculture et la sylviculture qui sont capables de lutter contre... Ce sont les seules activités humaines capables de lutter contre le réchauffement climatique. Et en fait, le carbone, c'est de la matière organique. Il faut savoir que depuis la révolution verte des années 50, on a multiplié la production agricole mondiale par 4, mais on a divisé les stocks d'humus par 2. C'est-à-dire qu'on peut stocker du carbone. Et il y a deux choses qui me semblent extrêmement intéressantes dans cette économie carbone. D'une part, ça n'est pas une fin en soi, c'est un excellent outil, et c'est un outil en plus qui est transversal et systémique. On voit bien que ça parle aux consommateurs, ça parle en fait à toutes les chaînes de valeur. Et c'est un outil extrêmement intéressant parce qu'il permet aussi de remettre du long terme dans des économies court terme. Le temps de l'agriculture, c'est un temps long, c'est 10, 15, 20 ans. Quand on parle de stockage de carbone, pour détecter, pour l'instant, j'espère qu'on va faire des progrès, mais pour détecter un changement, il faut 10 ans. Alors pour le moment, on se fie aux pratiques, etc. Et donc on a un formidable outil de long terme. Peut-être qu'on aura le carbone avec les barres du dollar demain, la nouvelle unité monétaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me semble intéressant, c'est que le carbone, c'est aussi la colonne vertébrale d'une agriculture durable, c'est-à-dire qu'un sol qui est riche en matière organique, c'est un sol effectivement qui lutte contre le changement climatique, c'est un sol qui va épurer l'eau, c'est un sol qui va entretenir de la biodiversité, pas seulement des petits oiseaux et des petits insectes, mais aussi dans le sol, au niveau de l'ADN du sol, des choses extrêmement intéressantes. Et c'est aussi ça qui va permettre à l'agriculteur de retrouver de la résistance, de la résilience.
Et donc c'est pour ça que je trouve que le sujet, c'est pas juste un sujet à la mode, le carbone, etc. On est vraiment sur le cœur de la nouvelle révolution agricole. Si je peux permettre une intervention, je pense que c'est vraiment essentiel ce que tu dis, Mathieu. La manière dont nous on aime bien l'exprimer, c'est le carbone est une cerise sur un gâteau économique beaucoup plus important. Ça ne veut pas dire que la rémunération carbone elle n'est pas potentiellement très importante, mais l'activité agricole, elle a besoin de ce carbone, elle a besoin d'un sol et d'un agroécosystème qui fonctionne. Et à ce titre-là, on entend souvent une phrase qui est un peu ambiguë, qui est de financer la transition. Aujourd'hui, quand on finance la transition, ça part du fait qu'il y a un manque à gagner quelque part dans cette agriculture vers laquelle on va. C'est pas nécessairement vrai. Il y a toujours moyen de transitionner en dépensant trop d'argent. Il y a toujours moyen de dépenser de l'argent. Mais il y a des stratégies de transition, et je pense que Mathieu et Ecosystem sont très bien placés pour réfléchir à ces transitions-là, qui permettent de dérisquer la transition, qui permettent d'optimiser à chaque moment sa productivité et sa rentabilité, et d'aller chercher des nouvelles sources de revenus en plus. Et donc cette opportunité-là, c'est vraiment la meilleure nouvelle, parce que c'est ça qui va permettre à l'agriculture du carbone, pour le dire d'une manière très générique, de répondre à l'urgence climatique. Juste, je me permets, je rebondis. Tu l'as dit, en fait, tu as lâché le mot, le coût, c'est le risque. Et dans des systèmes agricoles qui sont tendus, la situation économique des... Alors là, je pense que malheureusement, ça va aller bien pour les agriculteurs pour d'autres raisons, mais la situation est tendue. On est dans des systèmes qui sont complexes, qui sont non protégés vis-à-vis de la concurrence internationale. Et en fait, les agriculteurs connaissent les outils. Hein. On n'est pas sur des outils très tech, etc. C'est de l'agronomie, c'est du bon sens. Et en fait, ils ont besoin de réassurance et ils ont besoin en fait, de couvrir leurs risques. Voilà. Alors c'est un risque technique, c'est peut-être un risque climatique, il y a plein de risques, mais on a le cœur du coup de la transition. On s'était aussi proposé de prendre quelques questions de la salle pour que ça ne soit pas qu'une intervention purement descendante. Est-ce que vous avez des questions sur ces enjeux d'économie du carbone, de stockage carbone dans les sols ? Donc vous venez de dire qu'il y avait des risques à la transition vers le carbone pour les producteurs. Mais du coup, quelles pourraient être les solutions pour les aider à affronter ce risque, à pouvoir transitionner vers cette économie carbone, ça ? Donc, je vais répéter la question, c'est comment aider les agriculteurs à passer outre le risque sur des agricultures séquestratrices du carbone. Alors déjà, en termes de pratiques, c'est toutes les pratiques agricoles qui vont favoriser la conservation de la matière organique. Donc ça peut être des pratiques, par exemple, d'inclusion de la prairie, ça peut être des pratiques d'élevage, ça peut être c'est la couverture continue des sols, c'est la réduction du travail du sol, c'est la diversité des rotations, etc. Et quand on parle de risque, c'est le risque long terme. Donc il y a des risques macro qui sont par exemple la pauvreté des rotations. L'humanité vit sur quelques cultures que sont le blé, le riz, la pomme de terre et le maïs. Et c'est très difficile d'ouvrir des rotations dans ces contextes-là. Et ça, c'est un risque macro, c'est un risque filière, et c'est aux filières de réfléchir à la diversification. Puis après, pour l'agriculteur, le risque, j'aime bien dire, moi, l'agroécologie, c'est pas seulement des grandes idées, le cycle du carbone, etc. C'est parfois tout simplement de savoir comment régler son semoir. Quand on fait du semi-direct sous couvert, si on a mal réglé son semoir, les graines, elles sont pas bien dans le sol, la culture, elle rate une fois, j'essaie une deuxième fois, je sais pas, je dis, ça marche pas. Quelqu'un m'a appris à régler mon semoir, je suis à la bonne place. Et là, c'est vraiment le rôle de l'agronome et des accompagnateurs pour traduire en fait ces grands concepts pour l'agriculteur en fait concret et parfois tout bête. Oui, et c'est sans doute, Chuck l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est un des moyens de couvrir le risque, c'est effectivement la science agronomique, l'approche agronomique. L'autre aspect, c'est la rémunération, c'est-à-dire donner aux agriculteurs envie de développer des pratiques avec des performances supérieures qui vont être rémunérées. Parce que ce que tu dis sur 2 centimes sur un litre de bière, c'est la même chose sur une baguette de pain. Hein. C'est-à-dire de la même façon, c'est à peine 2 centimes, 15 euros la tonne de blé, c'est 2 centimes sur la baguette de pain. Donc si on ne prend pas le levier de rémunération comme un levier de transition agricole,
ça sera très compliqué. Enfin, le prix fait partie de la problématique, quoi. Bonjour. Yvan Logunov pour Agrapress. Ma question c'est pour Madame Bourlot, peut-être savoir quelle place allait avoir le carbone dans les projets accompagnés par hectare. Est-ce que par exemple vous allez prévoir la valeur du carbone dans les projets des entrepreneurs? Enfin, voilà, quelle place ça aura dans votre école? Alors effectivement, chez Hectare, on accompagne toutes les formes d'agriculture et d'entrepreneurs. Donc on ne choisit pas la taille de l'exploitation et son modèle. Nous, on part sur un principe qui est toujours de demander à nos porteurs de projets de présenter leur exploitation agricole sur la viabilité économique et le revenu qu'ils veulent avoir. Et on voit bien que nous, chez Hectare, c'est souvent des nouveaux repreneurs qui se sont adressés à nous. Et quand je mets 15 ans d'amortissement sur un foncier agricole que je n'ai pas hérité de ma famille et que je veux faire des pratiques régénératrices, les modèles de création de valeur sont très hauts à passer. Et donc le carbone apparaît comme un des leviers. Et je partage tout à fait ce qu'a dit Chuck, c'est une cerise sur un gâteau économique qui doit être plus large. Et chez nous, chacun fait sa recette de son gâteau. C'est-à-dire qu'il y a du carbone, il peut y avoir de la diversification des cultures, une part de transfo ou pas à la ferme, de l'agrotourisme, de l'énergie. Nous, l'idée, c'est de donner ces briques de valeur et de les recomposer pour que chaque entrepreneur choisisse sa performance économique et son revenu, choisissent ses clés de transition en préservant les sols. Et j'insisterai sur la prise de risque. On s'est rendu compte avec Hectare, c'est le social, qui est souvent le grand absent de la perception du business plan de nos entrepreneurs. Combien de temps je veux travailler ? Combien de temps je mets dans mon business plan? C'est quoi ma charge administrative? C'est quoi, tout à l'heure on a parlé, c'est la première fois que j'entends quelqu'un donner le temps pour remplir des formulaires crédit carbone, mais ça a un coût dans son business plan. Combien de temps je mets à faire ça? Combien de temps je m'engage dans ces pratiques? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je lance un appel. Si vous avez de la donnée sur les temps passés par atelier, par pratique, c'est vraiment une donnée qui nous permet de sécuriser les futurs repreneurs. Et nous, on est vraiment des militants aussi de deux choses. Retrouver des équilibres de vie dans ces métiers-là et changer le regard. La question d'avant portait sur le risque. Le risque, il est forcément économique. Quand on est un entrepreneur, on veut sécuriser, se dérisquer. Il est aussi dans le regard des autres. Et je crois que sur les nouveaux entrants qu'on accompagne, sur les agriculteurs qui veulent pivoter, on a aussi besoin de changer le regard de ce que c'est la performance économique. Est-ce que je parle en rendement ou en marge à l'hectare? C'est quoi être un bon entrepreneur aujourd'hui? Et qu'on a à réinventer ces visages des entrepreneurs agricoles sur d'autres types de performances qui leur permettent de vivre de leur métier et d'être un acteur de ces transitions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais en poser une à Chuck. Ça vaut combien la tonne de carbone aujourd'hui? Ça représente quoi dans l'économie d'une ferme? Le prix du carbone change beaucoup aujourd'hui. Il est plutôt à la hausse. J'espère qu'avec les événements en Ukraine, le climat ne va pas passer en arrière-plan parce que ça reste un défi important. Le prix du carbone aujourd'hui, alors avant de répondre complètement, il y a deux marchés du carbone. Il y a un marché qui est liquide et qui est transparent, qui est le marché obligatoire, dans lequel des entreprises qui sont obligées de réduire leurs émissions vont pouvoir vendre et acheter des crédits carbone. Les agriculteurs n'étant pas obligés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ne font pas partie de ce marché obligatoire. Et on est donc sur un marché volontaire où les transactions se font de gré à gré. Et donc, la découverte du prix moyen est beaucoup plus compliquée. Et alors, juste pour donner aussi une idée de l'ordre de grandeur de ce qu'un agriculteur peut gagner, on voit qu'il n'est pas difficile aujourd'hui pour un agriculteur d'aller générer 1, 2, même 3 certificats à l'hectare. 4 certificats à l'hectare, c'est déjà plus rock'n'roll. Mais oui. Par an. Par an, tout à fait. Mais souvenons-nous que nous sommes en année 0 de l'économie du carbone agricole. Donc tous les agriculteurs vont apprendre ensemble, d'abord les uns des autres, et puis aussi grâce à l'effort de start-up comme les nôtres, je pense, comment monter en compétence sur le sujet du carbone et comment faire de ce stockage de 3 tonnes la norme. Donc mettons-nous dans une situation où demain le carbone il est à 150 €, comme le recommande le GIEC d'ici 2030, où on stocke 3 tonnes de carbone, ben c'est 450 € à l'hectare supplémentaire. Et ça, c'est vraiment considérable. Oui, voilà. Moi, ce que je voudrais rajouter sur cet aspect-là,
parce que c'est un point que j'ai évoqué tout à l'heure, mais auquel je crois beaucoup pour la valorisation de ces crédits carbone, c'est de prendre en compte l'impact systémique avec la prise en compte de l'impact sur la biodiversité et l'impact sur la pollution des sols, des pratiques agricoles, pour être sûr de fabriquer de la bonne monnaie, pour être sûr que les pratiques qu'on est en train de rémunérer sont effectivement des pratiques qui ont un impact global sur l'environnement. Voilà. Mais ça viendra, je pense, progressivement pour enrichir les dispositifs qui existent. Pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, est-ce que de la même manière qu'aujourd'hui il existe un prix pour les crédits carbone volontaires, est-ce qu'il existe un prix de marché pour des actions relatives à l'amélioration de la biodiversité aérienne ou des sols? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y a des industriels qui sont prêts à payer là-dessus? Est-ce que vous avez un prix à indiquer? De la même manière, sur la gestion de la ressource en eau, est-ce qu'il y a aujourd'hui des industriels ou des transformateurs qui sont déjà prêts à investir sur des pratiques qui visent à améliorer la qualité de l'eau ou la ressource en eau? Ça, c'est les paiements pour services environnementaux. Donc ça existe par exemple avec les agences de l'eau qui signent des contrats avec des agriculteurs dans ce cadre-là. Moi, il me semble que la logique, c'est que les paiements pour services environnementaux et le crédit carbone fusionnent à un moment pour créer un seul marché, en fait. Que ça devienne un outil transactionnel sur l'ensemble des dispositifs. Mais ça existe, mais aujourd'hui, c'est un... Tu voulais rajouter un... Et puis un autre point pour vous montrer, quand on parlait tout à l'heure de carbone comme colonne vertébrale, pour vous donner deux exemples, sur l'eau par exemple, à partir du moment où vous allez couvrir les sols en permanence et que vous allez produire sur ces sols en permanence, vous allez automatiquement préserver la qualité de l'eau. Et à la base, quand on parlait de couverture des sols, c'était bien pour protéger les ressources en eau, notamment pollution au nitrate, etc. Vous limitez l'érosion. Et ça, c'est encore une histoire cohérente, c'est qu'en visant la matière organique dans les sols, je protège mon sol. Un sol protégé, c'est un sol qui retient l'eau et qui le filtre. Sachant que sur l'eau, il y a deux problématiques. Il y a la pollution liée au transfert d'éléments en suspension, de matière organique, d'engrais et puis de produits phytosanitaires. Et puis vous avez aussi en fait des retours d'eau trop rapides à l'océan qui ont aussi un impact climatique, puisque un sol qui sèche et qui ne retient pas l'eau, c'est un sol qui fait fuir la pluie. C'est ce que connaissent bien les gens au Sahel. Et donc, on reboucle en disant aussi, il y a peut-être un changement climatique global. Le carbone ne connaît pas de frontières, mais au niveau local, avec des pratiques efficaces, on peut aussi modifier le climat. Et sur la biodiversité, c'est la même chose. Si je couvre le sol, si je mets de la diversité, si j'agresse pas trop l'habitat sol, vous développez naturellement la biodiversité. Et après, les programmes que je connais, là on est focus sur le carbone, mais la plupart des programmes qu'on peut avoir aujourd'hui prennent en compte toutes ces composantes, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs effectivement carbone, sol, biodiversité, eau, usage aussi des produits phytosanitaires et ainsi de suite. C'était très intéressant. Donc, j'ai une petite question par rapport à, comme l'agriculture, c'est un des plus importants contributeurs à bilan carbone du pays. Et c'est très essentiel de la transition pour atteindre la trajectoire 1,5 degré. Est-ce que vous avez une projection sur quelle partie de contribution peut cette agriculture de bas carbone pour atteindre ces objectifs de net zéro ou transition bas carbone? Alors, je peux tenter une réponse, mais si vous avez des éléments... j'ai pas les chiffres exacts, mais ce qui est clair... alors, on a des partenaires ici, South Pole est là, et on pourra certainement avoir la discussion après la conférence. Je pense que pour le scénario 1,5 degré, l'agriculture ne peut pas être la seule porteuse de solutions. Il faut que tout le monde fasse son job. Simplement, quand on regarde la manière dont le carbone s'est retrouvé dans l'atmosphère, il vient de trois sources. Hein. Il vient de la biosphère, déforestation, il vient de la pédosphère, les sols, et il vient du sous-sol, les énergies fossiles. Et donc, il faut remettre dans la biosphère ce qu'on a enlevé de la biosphère, il faut remettre dans la pédosphère ce qu'on a enlevé de la pédosphère, et il faut remettre dans le sous-sol ce on ne peut pas stocker dans les sols tout ce qu'on a émis dans l'atmosphère. Maintenant,
il faut que toutes ces solutions coexistent en même temps d'une manière urgente. Ça, c'est la réponse simple. Et je suis ravi d'explorer les chiffres avec vous après. Oui, c'est-à-dire, à contrario, s'il n'y a pas l'agriculture, ça ne fonctionne pas, quoi. Non. Voilà. Non. Et puis dernier point, mais je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai qu'on parle du carbone, de la séquestration du carbone, puisque c'est le cœur du métier d'agriculteur. Quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, on a des émissions de méthane par l'élevage, alors qu'ils sont assez agressifs sur le climat, mais qui ont en gros, ça dure pas trop longtemps dans l'atmosphère, ça va durer 20-30 ans et ça disparaît. Et surtout, les protoxydes d'azote liés aux engrais et aux fertilisants. Et c'est un énorme sujet, même si, de mon point de vue, aujourd'hui, les modèles de connaissance de la dénitrification des sols sont quasiment inexistants. On travaille beaucoup avec des hypothèses. Autant on sait à peu près comment on va capitaliser le carbone, autant le comportement d'un sol vis-à-vis du protoxyde de l'azote, aujourd'hui, c'est un peu au doigt mouillé. Voilà. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il faut se rassurer, c'est le début de la finance, c'est le début des modèles, c'est pas grave, ça va évoluer. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, merci. J'ai compris donc ce marché-là va intervenir en additionnalité pour des agriculteurs donc, qui s'engagent. Qu'est-ce qu'on peut dire à des agriculteurs qui font déjà les choses très très bien, qui sont au top de leur pratique et dont les marges de progrès sont faibles finalement par rapport à ça pour une rémunération demain? Puis ma deuxième question, c'est, vous parlez de l'agriculture française. Est-ce qu'il y a juste un petit zoom que vous pouvez faire sur qu'est-ce qui se passe dans les autres pays d'Europe sur cet aspect du carbone? Alors juste un point sur votre première question. Nous, ça fait 20 ans qu'on accompagne les pionniers, donc on a toujours ça en tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de modèles rémunèrent seulement le delta, le progrès. On participe notamment à un programme, nous, avec Earthworm Foundation, qui est une fondation suisse, où le programme qui s'appelle Sol Vivant essaie de rémunérer le capital, indexé notamment sur la relation entre la matière organique et le taux d'argile des sols. Et donc, si le taux est bon, en fait, on rémunère le travail passé et le delta. Voilà. Donc ça, c'est une manière de répondre. Et le deuxième, c'est important de le dire, le focus sur l'agriculture française, on n'a pas à rougir. L'agriculture française est organisée de telle manière, elle est très, très technique. Le niveau des agriculteurs et des techniciens est très très bon. Et au niveau de l'agroécologie, on a une place de leader sur la planète. Alors j'ai envie de dire de loin, ça fait un peu chauvin. Désolé pour nos amis de l'autre côté de... Comment on dit? Outre-Quiévrain. Mais voilà, l'agronomie et l'agriculture française ont vraiment une place à prendre sur ces thématiques-là. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé le sujet depuis longtemps. On est sur des agriculteurs de bon niveau, des agricultures très diverses. Et voilà, quand on parle de French Tech, là, on est au cœur du sujet avec la ferme digitale. Allons-y, il y a un vrai sujet à prendre. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'en matière d'agriculture de conservation, d'agroécologie, d'agriculture régénérative, il faut vraiment admettre que la France est très très avancée. Et c'est un Belge qui dit ça. Mais vous pouvez quand même faire confiance. Mais pour votre première question, je voudrais dire, effectivement, aujourd'hui, le marché du carbone reconnaît des additions de carbone et pas des stocks de carbone. Aujourd'hui, un agriculteur qui est engagé depuis un certain nombre d'années dans des pratiques peut continuer à encore stocker du carbone, mais il y a un moment donné où les modèles, ou même l'observable, va assumer qu'un optimum est atteint dans les sols, et donc à ce titre-là, il n'y a plus d'addition de carbone. Le marché ne reconnaît pas le maintien du carbone, et pour nous, c'est un énorme problème, parce qu'il est facile de déstocker ce carbone. Et si on crée un incitant aujourd'hui pour que les agriculteurs déstockent pour pouvoir faire partie du programme, eh ben on se tire une balle dans le pied. Donc, merci de poser la question parce que ça nous permet de lancer un appel qui est que le marché doit commencer à reconnaître le maintien du carbone dans les sols autant que l'addition du carbone dans les sols. C'est d'ailleurs pour ça qu'on note l'état de santé, parce qu'au-delà du carbone, je me répète, mais il y a l'aspect de la biologie du sol, il y a le fonctionnement biologique du sol, il y a ce que tu dis sur le cycle de l'azote, il y a des éléments sur l'état de la pollution des sols et tous ces éléments-là qui vont permettre de valoriser dans la durée un sol qui est déjà, par exemple, saturé, avec des niveaux de carbone très élevés. Et il faut
arriver à construire des dispositifs, y compris marketing, pour que le marché reconnaisse et donne de la valeur à ces histoires-là. Parce qu'au fond, le marché, quand il achète des crédits carbone, il achète des histoires d'impact environnemental. Et donc, il faut être capable de valoriser ça sur l'ensemble des dimensions. Et pour peut-être juste moi ajouter un point, des nouveaux porteurs de projets qu'on accompagne avec donc des marges de financement assez hautes pour des nouveaux entrants sur des fermes où on a l'acquisition du foncier, sur des financements autres que bancaires, un peu participatifs, on a des indicateurs de santé des sols qui vont aussi objectiver la capacité d'emprunt et de financement des futurs agriculteurs. Donc de toute façon, on voit bien que faire du bien au sol, c'est protéger son actif économique, c'est aussi trouver des moyens de le financer et de créer une rémunération complémentaire après avec ces pratiques. Donc je pense que demain, ça deviendra aussi un des critères de financement des futurs repreneurs de fermes qui sera non négligeable. On parle beaucoup des agriculteurs, mais on oublie qu'ils sont pris dans des chaînes de valeur. Et c'est la question que j'ai envie de te poser. Quand on préparait la conférence, tu disais le carbone du champ à l'assiette. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte justement cette valeur carbone sur toute la filière, depuis le champ jusqu'à la fourchette? Alors c'est un projet sur lequel on est en train de travailler avec Hectare, c'est d'arriver à modéliser des données sur des chaînes de valeur du champ à l'assiette, où à la fois on a parlé aujourd'hui beaucoup en bon français du scope farming, où on doit changer des pratiques et essayer d'en tirer un bénéfice carbone. Et on est aussi en train de voir toutes les ruptures sur la chaîne, la logistique demain. Il y a des enjeux sur la logistique céréalière. Tu peux donner l'exemple des organismes stockeurs? Oui, on est en train, on commence à consolider de la donnée pour montrer qu'on peut gagner entre 5 et 10 euros à la tonne de blé si on passe sur du silo virtuel avec du stockage ferme et qu'on rechange la collecte céréalière. On peut arriver à gagner des points de carbone puisqu'aujourd'hui on est sur une agriculture qui travaille beaucoup dans ce qu'on dit en flux poussé et non pas en flux tiré logistique. On peut demain, sur du packaging, sur d'autres logiques d'approvisionnement, gagner des points carbone. On est aujourd'hui sur le centre de la ferme digitale et la donnée nous est précieuse aussi pour arriver à trouver ces nouveaux modèles d'affaires. Il y a un énorme enjeu sur le scope de l'amont agricole, changer ses pratiques, mais aussi aller jusqu'à des modèles de logistique différents qui permettent de gagner des eurotonnes tout au long de la chaîne de valeur pour arriver, comme on l'a dit tout à l'heure, à une baguette bas carbone, à une bière bas carbone qui aurait été performante du champ à l'assiette. Et c'est des choses qu'on travaille sur un autre volet d'Hectare qui est une école de données, de data et d'intelligence artificielle pour retrouver ces modèles complexes et essayer d'éclairer ces points de rupture de la chaîne carbone. Merci à tous, je pense qu'on a occupé notre temps de débat. On reste à votre disposition en sortant de la scène, si je puis dire, pour échanger avec ceux d'entre vous qui le souhaiteraient. Merci à tous. Merci. Et alors, pour ceux qui veulent, je sais que c'est un peu tôt, mais l'exemple du brasseur que je donnais tout à l'heure, on a quelques bières qui stockent du carbone, en tout cas pas complètement, mais dont l'orge stocke du carbone, sur notre stand là derrière. Je pense aussi que Laurence Breuer de Kellogg sera là pour témoigner de la filière. Donc vous êtes tous les bienvenus pour continuer la conversation de ce côté-là.